Merci, et j'avoue être très contente d'être là aujourd'hui pour vous parler avec Sylvie Forestier de cette tapisserie et de l'aventure que nous avons connue. Avant de commencer, je voudrais dire aussi que nous sommes deux aujourd'hui à parler de cette tapisserie, mais c'est un travail d'équipe qui a réuni beaucoup de personnes avec aussi beaucoup d'enthousiasme, ce qui était très agréable. Donc évidemment le département des objets d'art qui possède cette tapisserie, notamment, à part moi, au département des objets d'art, mes collègues, notamment Marie-Hélène de Ribou qui est documentaliste, des restaurateurs, notamment Sylvie, le C2RMF, Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui nous a beaucoup soutenus dans cette opération, aussi bien du côté département restauration que département laboratoire, et le laboratoire de recherche des monuments historiques, et puis d'autres collègues qui nous ont aidés également. Les collections de tapisseries du musée du Louvre sont importantes et renferment notamment un chef-d'œuvre, un très grand chef-d'œuvre de la tapisserie de la Renaissance que vous voyez défiler sur l'écran. Ce sont les chasses de Maximilien, tapisseries des années 1530, représentant les chasses impériales et qui sont présentées dans une galerie spécialement faite pour cette tenture et qui mettent en valeur ces pièces monumentales. Mais à côté de ce chef-d'œuvre, très étudié, très connu des spécialistes et des amateurs, le département des objets d'art possède d'autres tapisseries moins connues, et notamment dans une petite salle à côté de la galerie des chasses de Maximilien, dans cette salle que vous voyez ici, se trouvait jusqu'il y a 4 ans la tapisserie de l'Adoration des Mages dont nous allons parler aujourd'hui. Cette tapisserie, c'est un autre chef-d'œuvre de la tapisserie de la Renaissance, mais beaucoup plus discret, si discret que presque personne ne le remarquait quand il était présenté dans les salles. Depuis son entrée dans les collections du Louvre, il faut bien avouer qu'aucun spécialiste ne s'était véritablement intéressé à cette tapisserie et qu'aucun livre ou article récent ne l'a mentionné. Le point de départ de l'aventure que nous allons vous raconter aujourd'hui est un projet d'exposition organisé par le musée du Louvre sous le commissariat général de Guillemette Andreu, directrice du département des antiquités égyptiennes, exposition en 2009 sur le thème de l'enfance dans les collections du Louvre. Cette tapisserie était donc exposée dans cette exposition, et pour son prêt, il a été décidé de la restaurer. Alors cette tapisserie avait une particularité, c'est qu'elle était fixée sur un châssis. Vous avez ici une photo du revers. Elle était fixée sur un châssis, un peu comme un tableau. Ce mode de présentation n'était pas convenable parce qu'il était même nuisible pour la tapisserie. Il provoquait des tensions et également des trous dans le galon, donc qui servait à fixer la tapisserie sur son châssis. Alors je vous rassure, ce galon est moderne, ça n'est pas le galon d'origine, et donc l'œuvre d'origine n'était pas touchée, mais malgré tout, cette présentation posait des problèmes. Et donc il fallait intervenir, et en outre il fallait aussi procéder aux interventions habituelles dans ce type de restauration sur tapisserie, c'est-à-dire dépoussiérage et consolidation. Alors avant de revenir sur la restauration, penchons-nous un petit peu sur ce châssis. Pourquoi une tapisserie sur châssis? Est-ce que c'est courant? Pour le comprendre, pour répondre à cette question, il faut se pencher sur l'histoire de cette tapisserie et donc remonter dans le temps. Cette tapisserie est arrivée dans les collections du Louvre en décembre 1903
à la suite du legs fait par Charles Rochard, qui est le gérant du magasin de la Belle Jardinière, un grand magasin de la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est un legs un peu compliqué. Charles Rochard est mort en 1896, mais le legs a été contesté. Et on voit en 1901, Émile Molinier, qui est le conservateur du département des objets d'art à ce moment-là, qui est en train de réorganiser les salles des objets d'art de la Renaissance et qui voudrait récupérer auprès de l'héritière de Rochard cette tapisserie. Et donc, dans cette lettre conservée aux archives des musées nationaux, on voit Émile Molinier, je vous lis les passages qui sont surlignés, qui écrit « Mais nous serions désireux de lui donner pour pendant la belle tapisserie de l'adoration des mages de la collection Spitzer que nous devons aux généreuses dispositions de feu Monsieur Rochard. » Et de nouveau, il revient à la charge en disant « Nous vous demandons instamment que la tapisserie Spitzer nous soit remise le plus tôt possible. Son installation dans la nouvelle salle serait très désirable et placée en pendant à la tapisserie d'Avilliers, donc qui est notre tapisserie, elle brillerait de tout son éclat et ferait le plus grand honneur à la mémoire du généreux donateur à qui nous la devons. » Malheureusement, Molinier n'a pas pu obtenir la tapisserie pour ces nouvelles salles, et la tapisserie est arrivée donc en décembre 1903 après le départ de Molinier. Alors, vous avez vu, Molinier nous cite 2 fois, parle de tapisserie Spitzer. Eh bien, effectivement, Charles Rochard avait acheté cette tapisserie en 1893, au moment de la vente de la collection Spitzer. Collection Spitzer, très très importante collection de la deuxième moitié du XIXe siècle, constituée par Frédéric Spitzer, qui est un marchand d'origine viennoise, qui s'installe à Paris en 1852 et qui rassemble une collection considérable, environ 4000 objets, essentiellement des objets d'art du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et donc Spitzer avait constitué ce qu'on appelle à l'époque un véritable musée qu'il avait donc organisé dans son hôtel particulier parisien. Mais 4000 objets, pour ce qui concerne la tapisserie, eh bien, il faut bien avouer que la collection de Spitzer est relativement modeste, 23 pièces. Vous avez ici une page du catalogue de la vente de la collection Spitzer après sa mort, et donc la représentation de certaines de ces tapisseries. Donc une collection modeste en nombre de pièces, mais néanmoins une collection intéressante qui se distingue par la nature de ces pièces. Ce sont, vous le voyez ou vous le pressentez ici, essentiellement des pièces de petite dimension de la Renaissance, avec une iconographie consacrée à la vie de la Vierge ou à la vie du Christ. Donc on a vraiment le sentiment que Spitzer a certes collectionné peu de tapisseries, mais vraiment de façon choisie. Et d'ailleurs, la photo de son cabinet de travail nous montre certaines de ces tapisseries, et on voit, c'est quand même assez émouvant, la tapisserie de l'adoration des mages dont nous parlons aujourd'hui dans son cabinet de travail. On voit aussi que ces tapisseries, donc de petite dimension, étaient toutes fixées sur châssis ou même encadrées pour certaines d'entre elles, ce qui montre que Spitzer avait eu ce goût pour des petites tapisseries parce qu'il voulait vraiment en faire des tableaux. Alors en 2008, quand la tapisserie est donc décrochée des salles du département des objets d'art, eh bien elle se trouve très probablement dans l'état dans lequel elle était chez Spitzer. Quand Sylvie Forestier prend en charge cette tapisserie pour la restaurer, eh bien, nous avons eu 2 surprises. Une mauvaise surprise et une bonne surprise. Et nous allons commencer par la mauvaise surprise. Je me charge de la mauvaise surprise. Donc en effet, après l'enlèvement du châssis et de la toile de protection, le revers est de nouveau visible. Vous voyez sur le cliché l'envers de l'adoration des mages, juste après sa dépose. Les galons modernes qui ont servi au montage sur châssis sont encore en place. Vous les voyez ici. Vous remarquez également la vivacité des coloris. La mauvaise surprise fut de découvrir qu'un épais badigeon brun recouvrait toute la surface du revers
et de constater que la tapisserie n'avait pas la souplesse à laquelle je m'attendais. Elle était raide et craquait légèrement lors des manipulations. J'ai soupçonné rapidement qu'il s'agissait d'une colle et que ce n'était pas un apprêt original, car à ma connaissance et après mes recherches, les tapisseries de cette période, ou d'une autre d'ailleurs, ne nécessitent pas une telle pratique. Ces tentures sont suspendues, doivent rester souples. Le badigeon a donc été appliqué au moment de l'installation de l'adoration des mages sur le châssis, probablement dans le but de rigidifier et aplanir la surface. Comme on peut le voir sur ces photos, la colle mêle et plaque les trames entre elles. Les trames, ce sont ces fils de couleur que vous voyez ici ou là, et c'est sur le revers de la tapisserie. Elles forment un film plus ou moins homogène, rigide et brun. Les interrogations sont nombreuses. Jusqu'à quel point cette colle a-t-elle pénétré dans les fibres? Quelle est sa nature? Quelles sont les incidences pour la conservation de la tapisserie? Et dans le cas où la colle est nuisible, peut-on envisager un traitement pour l'éliminer? Les premières observations sous binoculaire, ici, révèlent que le badigeon a pénétré les flottés de trame du revers, comblé les interstices entre les duites, et qu'elle a migré profondément dans le tissage. Les tests chimiques faits en atelier révèlent une colle à base d'amidon et de colle de peau. Ces informations sont confirmées en laboratoire et les analyses effectuées par Nathalie Balcar, ingénieure au laboratoire du C2RMF, confirment nos craintes. D'abord, l'observation au microscope révèle que les fibres sont complètement enrobées de colle. Ici, à droite, vous voyez les petits points fluorescents, c'est en fait des fibres de soie, et tout autour, c'est de la colle. Ensuite, les analyses par spectrométrie infrarouge identifient un adhésif organique composé d'un mélange de colle d'amidon et de colle animale, type colle de peau. Ce mélange est traditionnellement employé pour le marouflage et l'entoilage des tableaux et s'appelle plus communément colle de pâte. La colle de pâte est devenue dure et cassante. Vous voyez ici une fibre qui est vraiment rigidifiée par la colle. Cette colle s'est oxydée, n'est plus soluble dans l'eau. En plus, elle peut dégager des produits acides en présence d'humidité importante. Ce tableau n'est pas très engageant et pour le noircir un peu plus, on ne peut envisager l'élimination de la colle par un traitement en milieu aqueux classique, pour deux raisons. Un textile qui renferme une forte acidité potentielle devient brutalement acide dans l'eau. La dissociation de ces acides peut provoquer une dangereuse agitation des fibres et occasionner des altérations irréversibles. Deuxième raison, l'eau ne peut pas solubiliser la colle de pâte, dont l'un des principaux composants est l'amidon. Bon, il y a une lueur. Cette solubilisation peut s'envisager avec des enzymes. On a déjà effectué des traitements enzymatiques pour éliminer les colles sur des tissus anciens auparavant, sur des bannières, des drapeaux en soie, sur un linceul avec un portrait du Fayoum, sur des textiles islamiques. Dans ce domaine d'application, on a souvent utilisé une alpha-amylase. C'est le petit nom de l'enzyme. Il existe une importante littérature sur le sujet. Cependant, il ne semble pas y avoir eu d'expérience faite sur des tapisseries et encore moins sur des tapisseries avec des filets métalliques. Je reviens rapidement sur la petite histoire des enzymes. Ce que c'est. Une enzyme est un catalyseur, c'est-à-dire un accélérateur de réaction chimique. Elle agit à faible concentration et reste intacte en fin de réaction. Elle favorise l'hydrolyse d'une substance. L'enzyme sera d'autant plus active qu'elle ciblera un substrat spécifique et que les conditions de température et de pH seront réunies pour favoriser son action. L'alpha-amylase est une enzyme digestive classée comme saccharidase. Elle hydrolyse l'amidon en ciblant son action sur des zones spécifiques qui sont alors converties en dextrine, les saccaridases donc en sucre, et les sucres sont solubles dans l'eau. L'alpha-amylase est habituellement utilisée à température de 37 degrés, dans un environnement liquide à pH neutre, c'est-à-dire à peu près 7, et un traitement peut durer 1h30. Ce protocole est-il adapté à une tapisserie ancienne et fragile? Parmi les questions préoccupantes, en voici une autre. Il semblerait que l'alpha-amylase voit son action inhibée en présence des métaux. Qu'en est-il des filets métalliques sur la tapisserie de l'adoration des mages? Il y en a beaucoup. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un filet métallique?
C'est le nom général que l'on donne à un fil composé d'une âme sur laquelle est enroulée une lame métallique. Le fil est généralement en soie et les lames sont en argent doré ou d'autres métaux. Pour l'adoration des mages, il s'agit d'une lame en argent associée avec du cuivre en quantité importante et recouverte d'une fine feuille d'or que vous pouvez observer ici, sur ce cliché-là, un fil métallique qui a été prélevé au revers de la tapisserie avant intervention et qui était encore intact. Cependant, les premières analyses de ces filets révèlent une altération de surface et une oxydation importante. Globalement, ils sont quand même dans cet état. Donc, rapidement, pour finir avec ces filets métalliques, on sait qu'après 1550, les méthodes de fabrication ont changé. Il ne s'agit plus d'un plaquage d'une feuille d'or sur une lame d'argent, mais d'un laminage sur un fil rond en argent recouvert d'une fine pellicule d'or. Cette méthode pour écraser le fil rond d'argent recouvert d'or est appelée le laminage. Il fragilise la couche d'or et le fil s'oxyde plus rapidement, ce qui explique peut-être leur état actuel. Les analyses de 3 prélèvements de filets métalliques dorés menées au laboratoire des recherches des monuments historiques par Dominique de Rayer concluent à la présence de lames d'argent doré sur une face, le fil le plus utilisé sur la tapisserie et dans le fond de la bordure. La lame d'argent contient du cuivre, donc en proportion importante. On rencontre aussi un filet d'argent pur qui est utilisé sur les rinceaux dans la bordure, en petits endroits, et sur le liseré interne de la tapisserie. Vous voyez ici un fil d'argent doré, là également fortement oxydé, et là peut-être, non, c'est aussi un fil d'argent doré. Ça doit être lui le fil d'argent court, tout simplement. Et là, vous voyez également tous les produits qui le composent, et y compris le soufre, des fois le chlore, qui sont les produits de corrosion. Chlorure de soufre, chlorure de... voilà, des chlorures et des sulfures, pardon. Donc, forte de toutes ces informations, un traitement peut-il tout simplement être envisagé? Les risques ont été pesés et on a convenu de mettre en place une phase d'essai pour étudier la faisabilité d'un nettoyage enzymatique et, si oui, de définir un protocole adapté. Ces essais sont menés en décembre 2009 dans l'atelier textile du C2RMF du pavillon de Flore, avec l'aide d'Anne Rinuy, ingénieure honoraire au laboratoire de recherche du Musée d'art et d'histoire de Genève et professeure de chimie appliquée au textile à l'Institut national du patrimoine au département de l'Ifroa. Le protocole qui nous guide est le suivant. On choisit une alpha-amylase très pure, dans une solution tamponnée confortable, environ 7, à une température de 37 degrés. On adaptera ce protocole en fonction des résultats et de nos observations. Les premiers tests sont effectués sur fil, prélevés au revers de la tapisserie, et pour chaque couleur, il y a 20 échantillons de laine, 7 échantillons de soie et 3 échantillons de filets métalliques. Ces fils sont soigneusement observés sous binoculaire pour constater l'état de la fibre, si elle est cassante, pulvérulente, etc. Et ensuite, 4 tests sont réalisés. Le premier en solution tampon à 37 degrés, seulement la solution tampon, pendant 30 minutes, pour observer la résistance des fils au bain. Certains colorants sont instables et dégorgent, notamment le fil vert, numéro 14, et le fil chiné, 15-16. Également, les fils de soie, le rouge, le orange, ici, et le jaune. Deuxième test, la solution tamponnée à 25-30 degrés. On baisse la température pendant 30 minutes. Les colorants sont stables, sauf la laine verte, que l'on a vue au début, et les fils de soie rouge, rose et orange. Un autre test est renouvelé, toujours dans les mêmes conditions, mais avec une nouvelle solution tampon. Seuls les fils de soie rouge dégorgent ainsi que les fils verts. Il s'avère que ces fils verts sont des fils de restauration probablement du XIXe siècle. Troisième test, on le fait avec la solution tamponnée et l'alpha-amylase à 25 degrés
pendant 30 minutes. Les colorants restent stables, seuls les fils de restauration vert et les fils de soie rouge dégorgent encore légèrement. On a également fait le dernier test sur de la colle et les filets métalliques. La colle, à gauche, se délite au bout de 20 minutes. Les filets restent stables, les filets métalliques restent stables, et les produits d'oxydation sont éliminés. L'action de l'enzyme ne semble pas inhibée. Les analyses du laboratoire des monuments historiques faites sur les échantillons de fils testés indiqueront que la couche de corrosion est partie et que les fils ne semblent pas altérés davantage. Les échantillons sont ensuite rincés, observés sous microscope après le séchage. Leur structure et leur ténacité est bonne. L'aspect cassant et terne des fils de laine et de soie a disparu. Ils recouvrent un brillant naturel. Le dégorgement des soies rouges n'est pas un cas isolé. C'est un phénomène que l'on constate souvent sur des tapisseries anciennes qui n'ont pas encore été lavées, en particulier pour les tons rouge cochenille des soies. Le fil de laine de restauration vert, datant du 19e, est peu utilisé et c'est très ponctuel. On peut envisager son retrait sans conséquences majeures pour la tapisserie. À ce stade, les résultats du dernier test sont encourageants et ont permis de déterminer les facteurs les plus appropriés de température, la solution tamponnée, la durée du traitement et la concentration de l'enzyme. On envisage donc un essai sur la tapisserie. On choisit d'effectuer l'essai dans l'angle inférieur droit sur une surface de 20 par 27 cm. C'est facile à manipuler, c'est l'angle le moins altéré. La présence des fils d'or en bordure est nombreuse, c'est intéressant pour voir comment agit l'enzyme. Il y a également des fils de soie rouge sur les rinceaux, notamment là. Il y a également les fils de laine verte sur le parterre végétal, sauf bien évidemment le vert de la restauration du 19e qui a été retiré. L'angle de la tapisserie est déposé dans un bac aux dimensions, ici. La solution enzymatique à température de 25 degrés est appliquée sur la face en 2 fois. Le bain est maintenu à température par bain-marie. Ça, c'est le deuxième bac avec une température... Donc au bain-marie et atmosphère confinée pendant la durée du traitement. Au début, une forte odeur se dégage et le liquide jaunit aussitôt. Le premier bain dure 20 minutes. Il est ensuite évacué et l'excédent de liquide est absorbé sur papier buvard. Le second mouillage dure 30 minutes. Le liquide est moins jaune et l'odeur moins forte. À l'aide d'un petit pinceau, on retire les produits d'oxydation qui se détachent facilement sur certains filets métalliques. 3 rinçages en solution tampon à température ambiante facilitent l'élimination des produits hydrolysés et des enzymes. Voici une partie du rinçage. 4 rinçages sur plan incliné avec de l'eau déminéralisée sont nécessaires pour éliminer toute trace résiduelle. Le cliché à droite montre un extrait des différents bains. Les deux, c'est le bain enzymatique. Ici, c'est un des rinçages en solution tamponnée. Et là, c'est le rinçage à l'eau déminéralisée. Un des rinçages. La tapisserie est ensuite épinglée et séchée à l'aide de séchoirs fixés sur une rampe. Voilà. Le résultat du traitement est bon. La colle a été éliminée, l'aspect jaune qui ternissait le tissage a disparu. Les dégorgements du colorant rouge sont limités par la durée du traitement et le maintien du bain à une température au-dessous de 30 degrés. Et ils peuvent être également contrôlés durant le séchage. Les fils sont beaucoup plus souples et brillants sur le revers de la tapisserie. Un détail d'une figure de grotesque de la bordure. Avant et après. Les couleurs reprennent du contraste et de la vivacité. Avant le traitement à gauche et après à droite. Les filets métalliques sont également débarrassés de leurs impuretés et de cet aspect jaune qui les ternissait. C'est particulièrement marquant dans la bordure. Les fils reprennent du brillant et les figures de grotesque sont bien visibles. Les analyses des filets métalliques confirment que le traitement n'a pas altéré le métal. Les essais de nettoyage ayant été concluants, avec l'accord des conservateurs et de la commission de restauration du Louvre, on programme un traitement pour toute la tapisserie. Il est programmé en juillet 2010 et 2 restauratrices, Cécilia Aguirre et Talia Bajon-Bouzid, ont accepté de m'assister pour effectuer le nettoyage sur une journée.
La mise en œuvre demande un matériel approprié, notamment pour maintenir la température du bain enzymatique entre 25 et 30 degrés. On fabrique donc un bac en aluminium aux dimensions de la tapisserie et on installe sous le plateau des panneaux chauffants avec thermostat couplé à une sonde qui trempera dans la solution. Ça permettra de réguler la température de manière homogène. Le bac est posé et rendu solidaire du bac de lavage de l'atelier de Flore, que vous voyez ici, afin de pouvoir utiliser son évacuation et son système d'inclinaison. La tapisserie est d'abord préparée, les zones fragiles sont consolidées temporairement sous tulle. Vous voyez par endroits, c'est les zones fragiles qui sont légèrement blanchies par la présence du tulle. Et le revers est inspecté minutieusement pour retirer les fils de restauration verts. Le premier bain est appliqué sur le revers de la tapisserie. Les filets métalliques sont nettoyés de leurs produits d'oxydation à l'aide d'un pinceau doux. Cette couche noire s'enlève sous un simple effleurement de doigt. L'inclinaison du bac permet l'évacuation du premier bain et la tapisserie est retournée entre deux feuilles de mélinex. Le deuxième bain est appliqué sur la face. On renouvelle l'opération de nettoyage mécanique des fils métalliques. Avec le pinceau. Et vous voyez le détail d'un crapotage, ici, c'est ce qu'on appelle un crapotage, avec des filets métalliques qui reprennent leur brillant. Après nettoyage, la tapisserie est rincée en bain avec la solution phosphate, de tampon phosphate, pardon. On fait 3 bains de rinçage, 1 sur la face et 2 sur le revers. Les derniers rinçages en eau déminéralisée se font alternativement en bain, puis sur plan incliné. Voici les prélèvements des bains. À gauche, les 2 nettoyages enzymatiques. Au centre, les rinçages en solution tamponnée. Et enfin à droite, quelques rinçages en eau déminéralisée. Voilà. Après rinçage, le liquide est absorbé avec une éponge. La tapisserie est ensuite enveloppée dans un tissu éponge et transportée sur la table de séchage. Bon, l'installation est rustique mais efficace. Et on contrôle le séchage et la rétraction des fibres en alternant les moments sous plaque de verre et les moments en aération pleine. La tapisserie recouvre une lisibilité qu'elle avait perdue. On se rend mieux compte de l'éclat qu'elle pouvait avoir et on peut mieux deviner les jeux de lumière où alternent le mat des figures tissées en laine, rehaussées de plages brillantes en soie et illuminées par le brillant mouvant du métal. La tapisserie est ensuite consolidée de façon classique. Elle est installée sur 2 ensoupes durant la consolidation et roulée à l'avancement. Voici la projection d'une séance de restauration en atelier sur une tapisserie appartenant au château de Langeais. La tapisserie est installée sur le métier. Elle est maintenue sur une ensouple avec une amorce, une sorte de mâchoire en tissu. C'est blanc. Cette amorce est maintenue en légère tension avec des fils de plomb. On roule la tapisserie jusqu'à la zone de travail et l'ensouple est bloquée aux 2 extrémités. La tension est maintenue grâce à ces fils de plomb qui sont lancés au-dessus de la tapisserie et qui sont suspendus dans le vide. Les trames ont rompu et les chaînes sont à nu et parfois rompues également. Elles sont replacées et maintenues par des épingles temporairement. En général, on utilise des fils de soie de couleur et des fils de coton très fins, voici les fils de soie, et des fils de coton très fins, également de couleur, pour la consolidation des tapisseries. La consolidation consiste en une succession de lancers au-dessus de la zone fragile. Ces lancers sont maintenus par des brides. Cette consolidation se fait sur un support moderne, cousu à l'envers. Le support couvre toute la zone fragile. C'est une toile de lin qu'on utilise. On s'applique à ne piquer qu'entre les chaînes et les trames pour éviter toute altération sur le tissage original. C'est pourquoi il est plus facile et plus précis de travailler avec une main au-dessus et une autre au-dessous.
chaque partie fragilisée, soit par des usures, soit des ruptures de trame ou de chaîne, est ainsi consolidée sur des supports placés au revers. Cela redonne une cohésion au tissage et une cohérence de lecture qui autorisera ensuite sa présentation et sa suspension. Pour finaliser la restauration d'une tapisserie aujourd'hui, on pratique souvent un doublage de l'œuvre qui assure un soutien homogène et une protection pérenne. Cela a été appliqué sur la tapisserie de l'Adoration des Mages. Vous voyez la méthode de fixation d'une doublure sur une tapisserie. Et le doublage est la plupart du temps muni d'un système d'accrochage par bande velcro agrippante, auto-agrippante, placée ici en hors-champ de la tapisserie, que vous pouvez voir également ici sur la tapisserie en vrai. Donc je vous présente maintenant une série de détails avant et après restauration, avant de laisser la parole à nouveau à Agnès. Voici l'angle gauche, avant restauration, ici à gauche, l'angle droit, l'angle supérieur droit ici avant restauration et là après restauration. Vous avez ensuite une vue du vêtement du mage de gauche avant restauration et après restauration. La résille de sa jupe avant et après restauration. Voilà. La restauration de la tapisserie avait commencé par cette mauvaise surprise dont Sylvie s'est sortie avec un travail très, très important. Et donc cette mauvaise surprise s'est finalement transformée en une bonne découverte. Je vous ai dit aussi qu'il y avait eu une bonne surprise au début de la restauration. Eh bien, cette surprise se trouvait sous les galons modernes que je vous ai montrés tout à l'heure, donc fixés, qui étaient cloués sur le châssis. Eh bien, sous le galon moderne, les lisières d'origine avaient été préservées, et mieux encore, les lisières portaient deux marques. Donc, d'une part, une marque sur la lisière inférieure, en tout petit, que vous allez voir donc agrandi à l'écran, un double B entourant un écusson rouge. Eh bien, c'est la marque Brabant-Bruxelles qui permet de savoir avec certitude que cette tapisserie a été tissée à Bruxelles. Donc c'est évidemment une information très importante, même si on l'a suspecté. Bruxelles étant au XVIe siècle le centre de production le plus important de tapisserie, le plus important en quantité, mais aussi en qualité. Et tout à l'heure, je vous ai montré les chasses de Maximilien. Elles ont également été tissées à Bruxelles. Et deuxième marque, donc dans la lisière droite, c'est un monogramme, donc un F et un G, qui est associé à un nom, Franz Goebbels, qui est connu. C'est un grand entrepreneur bruxellois qui travaille à partir des années 1540 et décède en 1578. Alors évidemment, c'est très intéressant d'avoir ce nom. Donc nous savons dans quel atelier cette tapisserie a été tissée. Et par ailleurs, Franz Goebbels est connu. Un certain nombre de tapisseries portent sa marque ou lui sont attribuées. Et donc nous pouvons maintenant rattacher cette tapisserie à un corpus important qui comprend notamment, par exemple, cette tapisserie qui fait partie de la tenture de l'histoire de Romulus et Rémus conservée à Vienne, ou bien autre ensemble très très important, c'est la tenture des triomphes de Dieu, dont certaines pièces sont conservées au Mobilier National à Paris, notamment cette pièce du triomphe de Minerve, donc vous voyez avec un état d'esprit assez différent. Et puis les deux pièces que je viens de vous montrer aussi se distinguent par leur dimension. Cette pièce est monumentale, elle fait 5 mètres de haut pour 5 mètres 65 de large. Et au contraire, vous l'avez sous les yeux, la tapisserie de l'Adoration des Mages, elle se distingue par ses petites dimensions. Elle fait 181 cm sur 143. Et c'est intéressant puisque dans le corpus connu aujourd'hui de Franz Goebbels, il s'agit de la seule pièce de petite dimension. Donc,
un apport quand même assez intéressant à ce corpus. Alors ces tapisseries de petit format, on peut s'y attarder un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi des tapisseries de petit format? On considère en général qu'il s'agit de tapisseries de dévotion, et notamment il y a toute une production de petites tapisseries avec ce format rectangulaire comme cette tapisserie qui est projetée à l'écran, qui est conservée au musée du Louvre, au département qui est présenté au département des objets d'art, petite tapisserie italienne du début du XVIe siècle. Et vous voyez que ce format allongé nous montre qu'il s'agissait très probablement d'une tapisserie qui servait de retable ou d'antépendium à un autel. Donc tapisserie de petit format, souvent de dévotion, et effectivement, la tapisserie de l'adoration des mages est incontestablement une tapisserie de dévotion par son sujet. Alors on va un peu parler de l'iconographie, parce que vous connaissez tous l'adoration des mages, bien sûr. Vous mangez, je suppose, pour beaucoup d'entre vous, des galettes au début de l'année. Mais il est intéressant quand même de revenir un peu plus précisément sur ce que représente cette adoration des mages. En effet, l'adoration des mages n'est mentionnée que dans un seul des 4 évangiles canoniques, celui de Matthieu. Et Matthieu est très rapide dans la description de cet événement. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il nous raconte l'arrivée à Bethléem de mages d'Orient, guidés par une étoile qui est représentée sur la tapisserie en haut à gauche, et donc cette étoile les mène jusqu'au Christ. Et Matthieu nous dit, quand ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est très rapide ce que nous dit Matthieu. Il est très laconique et d'ailleurs il ne précise même pas le nombre de mages. Alors à partir de là, comme souvent, les évangiles apocryphes et les exégètes se sont appliqués à enjoliver, si je puis dire, cet épisode. D'abord, ces simples mages d'Orient, c'est-à-dire ce sont des astrologues persans, ont été transformés en rois. D'où la présence de couronnes qui est représentée ici, donc aussi bien sur la tête des 2 mages qui sont debout que au pied du mage agenouillé, donc sa couronne est portée sur un casque. Donc ce sont des rois, et puis les évangiles apocryphes aussi nous disent qu'ils sont au nombre de 3. Alors après, ce nombre de 3 va prêter à des interprétations. D'abord, certains exégètes vont nous dire que ces 3 mages représentent les 3 continents connus au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique et l'Europe, d'où la présence, très souvent dans cette représentation de l'adoration des mages, d'un mage à la peau noire. Ce chiffre 3 a été aussi associé aux 3 âges de la vie, c'est-à-dire la jeunesse, la maturité et la vieillesse, le mage noir étant souvent le plus jeune. Et là, on en a aussi une représentation donc tout à fait traditionnelle de ce point de vue-là, avec le mage noir qui représente la jeunesse, le mage de gauche qui représente la maturité et le mage agenouillé au centre qui représente la vieillesse. Et puis, enfin, les exégètes ont fini par nous livrer aussi des noms, donner des noms à ces mages. Alors ça apparaît plus tard. La première mention, c'est au milieu du IXe siècle, dans le Liber Pontificalis de Ravenne. Et ces 3 noms, vous les connaissez, c'est Gaspard, Melchior et Balthazar. Balthazar étant traditionnellement considéré comme le mage noir. Alors ces rois mages, puisque ce sont des rois maintenant, offrent leur présence, ça c'est ce que nous dit Matthieu, de l'encens, de la myrrhe. Et là, cette représentation de l'offrande de cadeaux est représentée à travers donc les aiguières et les pots couverts, donc apportés par les mages. Et puis également à l'arrière-plan,
la caravane, une caravane très importante qui accompagne ces rois mages. Et cette caravane transporte aussi d'autres présents pour le Christ. Cette caravane est d'ailleurs décrite avec des détails tout à fait intéressants et pittoresques, puisque vous voyez, outre les chevaux, nous voyons des dromadaires et des éléphants. Donc là aussi, une petite note d'exotisme. Le centre de la composition, c'est bien l'adoration des mages, et nous voyons effectivement les 3 mages en adoration devant la Vierge qui porte l'enfant Jésus sur ses genoux. La Vierge est dans une attitude de recueillement et de prière, la main sur la poitrine, les yeux baissés vers son Fils, avec un sourire triste, très triste, qui préfigure le sacrifice à venir de son Fils. L'enfant Jésus, lui, est dans une attitude beaucoup moins passive, et vous voyez qu'il a les 2 mains tendues vers les mages, et aussi la tête tournée, le regard tourné vers le mage qui est agenouillé avec son joli petit regard bleu qui croise le regard des mages. Et là, on a vraiment une scène très, très, très forte d'échange de regards, très émouvante. Et dans cette scène très forte de recueillement et d'adoration, eh bien, contrairement à l'iconographie traditionnelle où Joseph est souvent présent derrière la Vierge, eh bien là, il est exclu de la scène. Enfin, en tout cas, il semble exclu de ce moment de dévotion et d'adoration, puisqu'il est à l'arrière-plan. Il est en train de faire boire l'âne et le bœuf, et on a vraiment l'impression qu'il a l'air bougon, qu'il est mécontent d'être ainsi exclu. Alors les fils ou les filets métalliques sont très abondants, on en a parlé à l'occasion de la restauration, et effectivement vous voyez qu'ils sont abondamment utilisés. Évidemment c'est un élément important puisque l'utilisation de fils métalliques représentait un coût très important dans la fabrication d'une tapisserie. Ces fils métalliques lui donnent un caractère très précieux, et vous voyez qu'ils sont plus particulièrement concentrés sur les vêtements des personnages centraux, donc les 3 mages, la Vierge aussi, dont le manteau est richement orné. Mais l'enfant Jésus, lui, n'a aucun fil métallique, ce qui peut paraître surprenant. Alors vous allez me dire, il est tout nu, mais même le linge qui le recouvre partiellement ne comporte aucun fil métallique, comme si on avait voulu souligner sa nature divine. Donc une scène religieuse très forte, qui est encadrée par une bordure avec une iconographie tout à fait différente, puisque ces 4 bordures qui entourent la tapisserie mêlent des rinceaux, des grotesques, dans un goût qui est répété avec d'infinies variations à la Renaissance, depuis les inventions des artistes italiens, notamment, on pense, c'est l'exemple évidemment le plus connu et qui a beaucoup frappé à l'époque, les grotesques, imaginés par Raphaël pour les loges du Vatican, et ces grotesques vont être reprises et déclinées par les artistes de la Renaissance de l'Europe entière. Elles sont déclinées notamment dans des modèles gravés, des recueils de grotesques qui circulent très largement. Et il a été possible pour la bordure de cette tapisserie d'identifier très précisément les gravures qui ont été utilisées pour la composer. Alors il s'agit d'un recueil de gravures qui a été publié par Gérard de Jode à Anvers entre 1565 et 1571, d'après des dessins de Hans Vredeman de Vries. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a composé la bordure a repris des éléments tirés de différentes gravures de ce recueil. Alors, par exemple, ces figures de sphinges que vous voyez ici se retrouvent dans la partie inférieure et supérieure de la bordure. Donc, vous les voyez ici. La figure du pan, qui
se retrouvent sur les côtés des bordures. La figure des deux aigles aux ailes déployées, qui se trouve dans les angles supérieurs de la bordure. Le masque, qui se trouve en haut et en bas dans la partie centrale de la bordure. Les figures de terme. Voilà, qu'on retrouve. D'ailleurs, une petite anecdote, c'est que sur la gravure, les termes ont le bras déployé ouvert vers l'intérieur, et sur la tapisserie, elles sont identiques. Donc l'artiste n'a même pas fait l'effort de respecter la symétrie. Et puis aussi ces figures de satyre qui repoussent un bélier avec un bouclier, et que l'on trouve de part et d'autre des sphinges que nous avons vues tout à l'heure. Voilà, donc on a vraiment une recomposition à partir de ces différents éléments qui ont été piqués dans les gravures de ce recueil, et donc on peut recomposer ainsi la bordure. Alors je vous ai dit, ces gravures sont faites sur des dessins de Hans Vredeman de Vries, et d'ailleurs cet artiste est l'auteur du patron, du dessin d'une autre tapisserie, ou plutôt un ensemble de tapisseries qui composent un dé. C'est un dé qui est conservé à Vienne, qui était probablement fait pour le duc Charles III de Lorraine. Et on retrouve exactement le même type de décor de rinceaux et de grotesques. Et on sait que Vredeman de Vries a dessiné, pour la partie donc rinceau et grotesque, le modèle de cette tapisserie, enfin en tout cas on lui attribue. En revanche, pour la tapisserie de l'adoration des mages, comme je vous ai dit, il semble plutôt, je ne sens pas que ce soit Vredeman de Vries qui ait dessiné la bordure, c'est plutôt l'auteur du modèle qui a repris les éléments de ces gravures. Et puis, donc, cela nous amène à poser la question de l'auteur du carton de la tapisserie de l'adoration des mages. Malheureusement, nous ne conservons, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé ni carton ni dessin préparatoire à cette tapisserie. On peut en revanche la rapprocher d'une gravure. C'est une gravure qui représente l'adoration des mages de Johann Sadler I, d'après un dessin de Gerhard von Groningen qui est daté des environs de 1574. Et vous voyez que pour le mage situé à gauche sur la gravure, et donc le mage aussi situé à gauche sur la tapisserie, eh bien, nous retrouvons une attitude assez proche, même si les deux mages ne sont pas identiques. Il semble bien que l'auteur du carton se soit inspiré, en tout cas, de cette gravure. En revanche, pour le reste de la composition, la tapisserie et la gravure ne présentent pas de points communs. Alors, on peut par ailleurs rapprocher la composition et le style de la tapisserie de l'adoration des mages de l'œuvre d'un artiste flamand de la Renaissance qui est peu connu du grand public, mais qui a eu une carrière relativement prolixe et en tout cas très longue. Il s'agit de Michel Coxy. Michel Coxy est né probablement à Malines en 1499. On suppose qu'il s'est formé dans l'atelier de Bernard van Orley, à qui on attribue les cartons des tapisseries des chasses de Maximilien que vous avez vus tout à l'heure. Et puis Michel Coxy, comme beaucoup d'artistes flamands de sa génération, est parti en Italie. Il est parti une dizaine d'années à Rome, avant de revenir travailler à Bruxelles, où on sait qu'il a donné des modèles de cartons de tapisserie, et à Malines, où il meurt en 1592, donc vous voyez, avec une carrière assez longue.
Il a donc voyagé en Italie, il a vu beaucoup de choses et il a aussi beaucoup emprunté aux artistes italiens dont il a vu les œuvres au cours de son séjour italien. Peu d'œuvres sont attestées de sa main, mais on sait donc qu'il a fourni des cartons de tapisserie et on lui attribue notamment les cartons d'une tenture de l'histoire de Noé. Donc vous avez ici donc une tapisserie, tenture conservée au château du Wawel à Cracovie. On lui attribue aussi le carton d'une tenture de l'histoire de Cyrus conservée à Ségovie, au Palacio de San Ildefonso, qui... donc là, vous avez la scène de la rencontre de Cyrus et Artémise. Et on retrouve, notamment dans le travail de la barbe, des caractéristiques communes, par exemple avec la barbe du mage agenouillé. De même, on peut rapprocher la tapisserie de l'adoration des mages d'un dessin qui est attribué à Michel Coxy, qui est conservé à la Fondation Luct et qui représente la rencontre d'Abraham et Melchisédek. Et d'ailleurs, ce dessin est probablement un dessin, une esquisse pour une tapisserie. Et vous voyez que là aussi, on peut voir des proximités entre notamment dans le dessin de la barbe, entre le mage agenouillé et ce dessin. Et puis par ailleurs, si on revient sur la figure de la Vierge, cette figure très tendre, elle est aussi très italianisante, avec donc ces traits très doux, cette tête penchée dans une attitude de recueillement, et c'est vraiment un type très commun, très italianisant, influencé par toute une production de Madones, et notamment de Madones de Raphaël, comme par exemple la Madone au baldaquin conservée au Palazzo Pitti à Florence. Alors il n'y a pas de lien direct, mais on est vraiment dans ce même type d'attitude, d'inspiration, qu'on retrouve également dans un dessin de Marco Pino, qui est conservé au département des arts graphiques au musée du Louvre. Donc, on est dans cette atmosphère-là italienne, et je vous l'ai dit, Coxy a travaillé en Italie, il a vu le travail de Raphaël et d'autres artistes italiens, et il en a été largement influencé. Donc, effectivement, il y aurait une cohérence, en tout cas, d'attribuer cette composition de l'adoration des mages à Michel Coxy. Malgré tout, il est difficile, je crois qu'il faut vraiment rester prudent, il est difficile de conclure à l'attribution du carton de la tapisserie à Michel Coxy. D'abord pour une raison de date, puisque la tapisserie est forcément antérieure à 1578, c'est la date de décès de Franz Goebbels, mais je vous ai montré donc des gravures datées des années 1565-1571 pour Vredeman de Vries, 1574 pour la gravure d'après Van Groningen, ce qui semble nous indiquer une réalisation de la tapisserie dans les années 1570 et même, on va dire, dans les dernières années de Franz Goebbels, entre 1574 et 1578. Or, à cette date, Michel Coxy est toujours vivant, mais d'après les documents que nous avons, il ne semble plus fournir de carton de tapisserie. Donc il faut rester prudent, et par ailleurs, le fait d'avoir on a le sentiment que l'auteur du carton a repris, en quelque sorte composé une sorte de patchwork à partir de plusieurs modèles, pourrait plutôt orienter vers un artiste, on va dire, de l'école de Michel Coxy, dans la suite de Michel Coxy, plus que Michel Coxy lui-même. Et donc, pour terminer sur cette tapisserie, même si nous ne pouvons pas conclure sur l'auteur du carton, malgré tout, je voulais vous montrer le cartel, enfin deux cartels. Donc à gauche, le cartel tel qu'il existait dans la salle dans laquelle la tapisserie était présentée jusqu'en 2008, donc le cartel que les visiteurs pouvaient voir, et à droite le cartel
que l'on pourra mettre quand nous remettrons la tapisserie en salle, eh bien, vous voyez que malgré tout, nous avons pu progresser, puisque la tapisserie était donc attribuée aux Flandres sans précision. Maintenant, nous savons avec certitude que la tapisserie a été réalisée à Bruxelles. Nous savons même, ce qui est encore une fois une information très précieuse, qu'elle a été réalisée dans l'atelier de Franz Goebbels. Elle était datée du début du XVIe siècle, et là vous voyez que nous sommes capables d'apporter une datation relativement différente. Nous passons dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et plus précisément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes probablement dans les années 1575-1578, donc c'est assez précieux de pouvoir dater une tapisserie dans un créneau chronologique aussi restreint. Voilà, dans le cartel, je ne m'avancerai pas sur l'auteur du carton, mais malgré tout, nous pouvons quand même avoir des idées plus précieuses. Et comme vous le voyez, c'était ce qu'annonçait le titre Restaurer pour redécouvrir. C'était effectivement cette aventure tout à fait extraordinaire que nous voulions vous raconter aujourd'hui. Comment, en restaurant une tapisserie, nous avons aussi pu l'étudier et la connaître de façon beaucoup plus précise. Je vous remercie.